Je suis ingénieur en sciences des données et chercheur en IA et hydrologie, et expert en automatisation. Donc, je couvre la zone nordique de Maersk où j'automatise des processus, tout ce qui est data flow, etc. Donc, j'ai une startup qui s'appelle One9. Donc, One, c'est la première lettre de l'alphabet et 9, c'est I, la neuvième lettre pour signifier AI. Donc, on a développé plusieurs produits, notamment KVL, de One9 Scholar, Dr. Hub. Donc, vous allez découvrir après tous ces produits-là qu'on a développés. Et puis, par exemple, supposons que vous voulez créer un dashboard ou bien faire de l'analytics avec vos données. Donc, vous vous dites, OK, je veux créer un rapport de finance. Donc, il vous demande, OK, quelles sont vos données? Et puis, vous chargez vos données, OK. Là, vous allez charger vos données et puis il fait le processing, l'automatisation et tout. Donc, il processe vos données. Après l'avoir processé, il vous dit, par exemple, vous voulez faire quel genre de dashboard? Et puis vous lui dites, OK, c'est un truc de finance. Et puis là, il détecte, OK, vous avez 100 lignes, 10 colonnes. Et la prochaine étape, c'est le transformation step, où vous allez filtrer ou bien transformer vos données, etc., agréger. Vous voulez agréger comment, si c'est des sommes que vous voulez faire, ou bien des moyennes, des averages, ou bien vous voulez transformer pratiquement vos données, vous pouvez le faire. Quand vous finissez, vous appuyez sur Next et puis il vous fait automatiquement votre dashboard. Alors après, on peut toujours customiser, hein. Vous pouvez changer les données, créer de nouvelles pages. Donc, c'est beaucoup de features qu'on a et puis qu'on est en train de développer. Donc, alors, qu'est-ce que l'hydrologie? L'hydrologie ou science de l'eau, en fait, c'est l'étude du mouvement et de la distribution de l'eau, le cycle de l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le soleil chauffe les océans ou les eaux en général, et puis l'eau s'évapore. Quand l'eau s'évapore, ça transforme en nuages, et puis les nuages se déplacent vers la partie terrestre, donc pas forcément sur les océans, donc se déplacent sur la partie terrestre, et lorsque les températures deviennent basses, alors elles se condensent et puis elles libèrent des gouttelettes d'eau, ou bien si les températures sont extrêmement basses ou très basses, en fait, c'est ce qu'on appelle de la neige. Donc, cette eau-là, quand elle tombe sur la Terre, en fait, et cette eau, soit elle peut s'infiltrer et puis rejoindre les eaux souterraines, soit elle peut s'infiltrer et puis aller rejoindre encore les océans, soit elle peut ruisseler pour aller vers son exutoire et rejoindre en fait les fleuves, les rivières. En fait, on parle de modélisation hydrologique. C'est ce phénomène-là, le cycle de l'eau qu'on essaie de modéliser. En fait, c'est une question légendaire et très intéressante que les gens ont toujours essayé de comprendre. Donc, si vous regardez ici cette équation de Thomas James Mulvaney, c'est une des premières tentatives en fait de modéliser ce phénomène-là, ce cycle de l'eau. Donc là, cette équation s'appelle la méthode rationnelle. Donc vous allez voir ici que Q, c'est le débit, en fait, le débit de pointe. C, c'est le coefficient de ruissellement. I, l'intensité de la pluie. Et A, la superficie, en fait. Un modèle, en fait, c'est une représentation de la réalité. C'est-à-dire, vous observez un phénomène, n'importe lequel. Donc, tout se modélise dans la vie. C'est-à-dire, nous sommes dans un exemple, dans un cas où on modélise l'eau, par exemple. Là, on est en hydrologie. Après, quand on observe un phénomène, on essaie d'identifier tous les paramètres en fait qui influent sur ce phénomène-là et on établit une relation entre ces paramètres-là. Dans le cas de l'hydrologie, là, on parle de c'est une relation entre la pluie, le rainfall, l'intensité, comment dire, le ruissellement, le débit, donc le stockage, ce qui est stocké dans le bassin. Donc, tout ça là, en fait, on essaie de voir quels sont les paramètres qui influent sur un phénomène et on écrit et on identifie la relation entre ces paramètres et on écrit une équation mathématique de ce phénomène-là. C'est déjà ça la modélisation. Dès qu'on écrit une équation, on a modélisé quelque chose. Maintenant, cette équation peut être aussi traduite en code informatique et ce sera un modèle conceptuel. Vous pouvez avoir des IoT pour récupérer les données, stocker les données et puis analyser ces données, les traiter et puis vous allez à l'étape de la modélisation. Donc, l'eau. Et puis, vous voyez que les outlets, c'est les exutoires des bassins. Donc, vous voyez ici, on a Mako, Simenti, Wassenaar, Amont, Aval. Là, il y a alors, on avait conceptualisé ce phénomène et en se disant que peut-être que la machine, un jour, pourrait être capable de penser, entre guillemets, et de générer, d'avoir une certaine autonomie, en fait, sans être instruite, en fait. Parce que, en fait, avant, l'ordinateur, par exemple, c'était des instructions.
L'ordinateur, c'était vous écrivez des lignes de code, vous lui donnez des if et des else. Si tel se produit, vous faites ceci. Sinon, faites cela. Donc, vous donniez des instructions à la machine. Mais aujourd'hui, en fait, avec l'intelligence artificielle, ce que vous faites, c'est que vous prenez le modèle, vous lui donnez des données et vous lui dites apprenez. Apprenez. Donc, le modèle, il apprend et après que le modèle est appris, vous lui donnez d'autres données que le modèle n'a pas encore vues et puis le modèle, il va essayer de générer, de répondre par rapport à ces données-là. Et c'est là que vous pouvez mesurer, en fait, la performance de ce modèle-là, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Euh, on peut faire des prévisions des inondations et des alertes avec des IoT devices. Donc, on peut mesurer et puis faire des alertes précoces. Après avoir entraîné un modèle, le modèle apprend et comprend quand est-ce que tel ou tel phénomène se produit à partir des données. Donc, le modèle est capable de prédire et de lancer des alertes. Et puis, gestion des ressources en eau aussi. On peut savoir, par exemple, avec les modèles d'IA, quelle est la quantité d'eau qui sera disponible dans un fleuve donné à un temps donné. Alors, ma recherche, mon PhD, s'intéresse essentiellement aujourd'hui à comparer, à regarder en fait entre les deep learning et les modèles classiques machine learning, qu'est-ce qui est bon, parce que mon objectif, je pensais que je pouvais créer un modèle universel qui pourrait, n'importe la localisation, en fait, faire des simulations et puis résoudre les problèmes de tout le monde. C'est ce que je pensais et c'est ce que je voulais faire. Donc, c'était ça mon objectif de départ. Alors, on a travaillé sur un bassin qui est en République tchèque, bassin de Vidra, c'est des zones montagneuses. Alors, malheureusement, on n'a pas de données, accès aux données au Sénégal, et c'est très dommage. Peut-être que j'en profite aussi pour le dire ici. Ce serait bien que la NACIM ou les organisations météorologiques ou le gouvernement ou le ministère de l'hydraulique, en tout cas les organisations, facilitent la recherche, en fait, qui facilite l'accès aux données, parce que c'est très pénible quand vous voulez faire la recherche sur le Sénégal, malheureusement, vous êtes obligé d'aller prendre des données ailleurs pour des événements de longue durée de pluie. Il y a ici multiple peaks avec beaucoup de pics, hein, de short rain avec dry preconditions, après short rain in wet preconditions, snow melt, etc. Donc, c'est plusieurs conditions on a définies. Et puis, on a défini aussi des périodes de simulation. Mais ça, c'est vraiment les périodes. Donc, on fait un setup pour chaque modèle. Donc, nous, on a couplé plusieurs modèles. Ce qu'on a fait, on entraîne des modèles machine learning et des modèles de deep learning à la fois. Partie 80% en général, ou bien si vous utilisez la méthode de Clé-Mèche, vous allez vous dire, OK, je vais prendre 80% de mon jeu de données et je vais l'utiliser pour entraîner le modèle. Et les autres 20%, c'est pour vraiment tester le modèle. Ou peut-être vous pouvez même réserver une autre partie pour valider encore le modèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vous donnez les données d'entraînement au modèle et les modèles, ils vont apprendre à partir des données, ils vont lire les patterns, les relations, les schémas. En hydrologie, par exemple, on utilise beaucoup Nash-Sutcliffe, NSI, que vous voyez ici, ou bien on utilise Klein-Gupta. Donc, plus ça se rapproche de 1, 0,99, 0,97 au 0,75. C'est acceptable à partir de 70, 75. Maintenant, au-delà, c'est parfait. En dessous, c'est discutable. Maintenant, après avoir entraîné votre modèle, vous devez valider, ou bien après avoir calibré, il faut valider le modèle. Et pour le valider, il faut lui donner des données que le modèle n'a pas encore vues. Si vous lui donnez encore des modèles que le modèle a déjà vu, ça n'a pas de sens. Le modèle n'aura pas généralisé, en fait. On va retourner un tout petit peu ici en attendant que le collab avance. Alors, les résultats qu'on a obtenus sont ceux-là. Donc là, vous voyez, c'est des hydrographes qu'on a. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, les long rain flood hydrographs. Donc là, vous pouvez voir ici les hydrographes. En fait, l'objectif dans cet exercice-là, c'est vraiment de comparer les résultats des différents modèles. Là, vous pouvez voir, par exemple, en ligne noire, ce qui est vraiment noir là, comme ça, ce sont les observations. Ah, peut-être qu'ici, bon, il y a un problème avec les données ici, c'est pas très logique ici. Mais vous allez voir, en fait, ce qui est en noir, le trait qui est en noir, ce sont les observations. C'est-à-dire, ce sont
Et tout ce qui est en rouge, par exemple, là, vous allez voir observer. Et là, MLP, c'est le modèle MLP, LSTM, ensemble modèle, SVM, GBR, etc. Donc, c'est les autres modèles qui vont essayer d'imiter cette courbe qui est la normale. Alors, le modèle qui se rapproche beaucoup plus à cette courbe, c'est le modèle qui a beaucoup le mieux généralisé et c'est le modèle qui marche le mieux. Donc, pour ce scénario de long range flats, on a essayé plusieurs périodes. Et là, vous voyez que avec ce diagramme-là, je peux vous montrer. Là, vous pouvez voir en fait quel est le modèle en fait qui bat le mieux, qui généralise le mieux avec les différentes conditions. Donc là, vous pouvez voir ici, par exemple, que MLP est pas mal. Donc, vous allez voir en vert ici, il y a MLP qui est très bon quand il s'agit de snow melt ici, aussi dans le short rain flatty. Donc ici, il ne performe pas bien dans les pre-dry conditions. Ici aussi, il ne performe pas bien. Donc, vous allez voir, par exemple, les transformers qui marchent vraiment partout, beaucoup mieux. Donc, c'est les transformers qui se généralisent beaucoup mieux. Ils marchent un peu partout dans toutes les conditions. Alors, j'étais un peu déçu par le LSTM, par exemple, Long Short-Term Memory. C'est un modèle de deep learning. Et on a la réputation de, voilà, LSTM, c'est trop bon et tout. Mais pour ce cas précis-là, le LSTM n'a pas beaucoup marché. Même les modèles classiques de machine learning ont battu le LSTM. Alors, peut-être que on va ouvrir la discussion sur les gens qui disent souvent, hein, il y a par exemple Daniel Klotz et Frédéric Krat. La conclusion a été que il ne faut pas entraîner le LSTM avec un seul bassin. Il faut l'entraîner avec plusieurs bassins pour que le LSTM puisse mieux se généraliser. Et puis, la discussion aussi peut être ouverte entre est-ce que, en fait, vous savez, les modèles classiques de machine learning n'ont pas besoin de quantités énormes de données pour pouvoir généraliser, alors que les modèles deep learning en général, ils peuvent généraliser, mais ils ont besoin de temps en fait pour démarrer et ensuite pour pouvoir beaucoup mieux généraliser. Et donc là, vous voyez cette courbe-là. Le gradient boosting, il performe pas mal du tout. Il est très bon. Là, vous voyez le transformer, c'est celui que j'aime le mieux. Et puis, il y a ce modèle-là qu'on appelle ensemble modèle. Ensemble modèle, c'est un couplage de modèles. Donc, quand tous ces modèles-là ont fini d'entraîner, donc on assemble en fait, on assemble tous les résultats de tous ces modèles-là, et puis on crée un nouveau modèle qui s'appelle l'ensemble modèle-là. L'ensemble modèle-là devrait performer beaucoup mieux que tous les autres modèles, même s'il est beaucoup plus général. Mais ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé tous les modèles. Alors que, par exemple, SVM, qui est pas du tout bon, on aurait dû, par exemple, l'éliminer. Faire une étude de cas du fleuve, bassin du fleuve Sénégal, mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps de tout faire ça. Mais je sais qu'en fait, les conditions climatiques et tout ce qui s'est passé récemment ont été difficiles. Il y a eu des morts à cause des débordements et c'est des choses vraiment qu'on peut éviter, qu'on peut prévoir. Moi, en fait, j'ai toujours été curieux de l'avenir, de pouvoir prévenir ou bien de pouvoir prédire ce qui se passe. C'était de prédire en fait les phénomènes volcaniques pour qu'en fait les gens ne meurent pas à cause de tremblements de terre ou bien de phénomènes volcaniques. Alors ce genre de choses, avec l'IA aujourd'hui, on a vraiment la possibilité et ce n'est pas du tout compliqué. La connaissance est beaucoup plus accessible. Il y a les LLM, il y a l'IA. Donc la connaissance est vraiment disponible. Et c'est à nous de vraiment prendre des actions et des mesures. Donc, facilitons l'accès à la donnée, facilitons la recherche, vraiment motivons les étudiants, faisons en sorte que l'IA soit accessible à tous. Moi, c'est mon objectif, hein. On veut vraiment que dans toutes les universités, jusqu'aux écoles, jusqu'au lycée, jusqu'au collège, qu'on enseigne l'IA et qu'on enseigne l'anglais. En fait, parce que pour moi, ces deux paramètres-là sont les paramètres essentiels pour l'avenir, en fait, de l'Afrique et du Sénégal, hein. Si vous arrivez à apprendre l'anglais, vous débloquez, en fait, votre niveau de connaissance, votre champ de connaissance. Vous avez accès à beaucoup plus d'opportunités. Alors, s'il y avait vraiment des suggestions à faire, c'est vraiment d'insister du côté de l'anglais et de l'IA. Et nous ne nous donnons pas de limite, hein. Se dire que, voilà, toujours upgrade, toujours avoir de nouvelles compétences, ne jamais s'arrêter d'ouvrir les horizons. Donc là, c'est mon superviseur, et puis ça, c'est le livre de Bevan. Je vous le recommande vraiment, le Rainfall of Modeling de Primer. C'est un excellent livre de, d'hydrologie et de comment faire ce travail-là. Donc là, c'était quelques petits souvenirs. J'ai ouvert mon Google Drive aujourd'hui et puis je suis tombé sur ces photos.